Aujourd'hui, je reçois Piero San Giorgio dans le cadre de la sortie récente de son livre Survivre à la peur aux éditions Culture et Racines. Alors bonjour Piero San Giorgio. Bonjour. Merci d'avoir accepté cet entretien. Donc, vous êtes auteur suisse, vous êtes particulièrement connu pour votre best-seller Survivre à l'effondrement économique, dont on va aussi un peu parler, hein, parce qu'il y a quand même des passerelles avec votre Bien dernier sûr. bouquin. Il y a voilà, c'est intimement lié, l'effondrement économique, la peur, tout ça. Et donc aujourd'hui, donc c'est de celui-là qu'il s'agit. Alors c'est un sacré travail, hein, plusieurs années de travail de votre part pour arriver à ce résultat final. On a près de 1000 pages, donc voilà, c'est une vraie boîte à outils. Et donc, on va en parler à la lumière de l'actualité économique et géopolitique. C'est vrai que c'est concours de circonstances, ça intervient à un moment où justement, sur le plan géopolitique, on est dans un contexte un peu anxiogène avec les déclarations d'Emmanuel Macron, tout ça, qui pourrait laisser entendre qu'on se dirigerait vers un conflit généralisé. Alors, espérons que ça n'arrive pas, évidemment, mais on va parler de tout ça. On va parler également du contexte économique, du fait qu'on ait de plus en plus de personnes qui parlent d'un potentiel krach boursier à venir. Donc voilà, on va parler de tout ça. Mais avant toute chose, pour introduire ce propos, je voudrais qu'on se concentre sur le titre de votre livre, donc Survivre à la peur. Vous le dites vous-même dans votre livre, la peur, c'est un mécanisme qui permet à l'être humain de survivre, mais elle peut aussi être destructrice. Et c'est un fait, vous le dites aussi, il y a plus de chances aujourd'hui de mourir de maladies cardiovasculaires que de guerre nucléaire, c'est un fait. C'est vrai. La question que je voulais vous poser pour commencer, c'est pourquoi vous avoir voulu vous intéresser à ce sujet de la peur depuis ces dernières années. Alors c'est vrai que d'abord le titre a été choisi par ma communauté sur Patreon euh, qui a pu voter pour. J'avais plusieurs titres qui pouvaient présenter un petit peu ce livre. Donc à la fin, c'est eux qui ont choisi. Et ça tombait bien parce que c'était aussi le titre qu'à la fin je préférais. Et c'est vrai que la peur est une émotion que nous avons tous, que nous avons hérité du règne animal, bien sûr, qui est très ancienne et qui est un instrument de survie. La peur n'arrive pas à n'importe quel moment. Elle a été sélectionnée par l'évolution dans tous les êtres vivants, en tout cas les êtres vivants évolués, pour pouvoir combattre ou fuir, ou éventuellement même être paralysés pour nous faire survivre à des situations de prédation ou de danger. On peut imaginer par exemple la peur du vide, le vertige. Ça nous empêche de faire des conneries quand on monte sur un arbre ou qu'on est au bord d'une falaise. Donc en fait, ce sont des outils qui nous sont utiles et que nous ne devons pas ignorer. Il ne faut pas dire il ne faut pas avoir peur. Non, 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 la peur, elle peut être utile. En revanche, la peur qui se transforme du fait du stress, par exemple, ou de messages anxiogènes répétés dans une peur d'un avenir hypothétique ou réel, peu importe, mais qui se répète et qui se prolonge, ce qu'on appelle généralement l'angoisse en français, eh bien, cette peur répétée, elle a des impacts physiologiques sur notre santé, sur notre réaction de manière constante, et nous ne sommes pas physiologiquement faits pour ça. Nous ne sommes pas faits pour réagir aux stresseurs, au stress, donc, de manière longue, répétée, constante. Et ça, c'est malheureusement ce dont nous vivons de plus en plus dans les sociétés récentes, très récentes, puisque la peur est utilisée, si la peur est utilisée depuis très longtemps comme instrument de motivation et de gestion des masses, des foules, elle n'a jamais été aussi répétée et aussi fréquente, parce qu'il est arrivé que les États ou les puissants disent à la population, attention, nous avons un ennemi, attention, il y a un problème dans la société qui fait peur et qui est un petit peu mis en épingle par les médias qui vendent plus lorsqu'on a peur, parce qu'on consomme plus lorsqu'on est angoissé, stressé et apeuré que lorsqu'on est serein. Et donc ça, c'est des vieilles techniques, mais qui étaient faites de manière relativement peu fréquente et surtout auxquelles on donnait une solution. Ayez peur de l'ennemi, mais rassurez-vous, on vous protège. Ayez peur de telle ou telle chose, peu importe, mais on est là pour vous, on vous protège. Aujourd'hui, on nous protège même plus, et on le sait très bien. Simplement, c'est ayez peur de ceci, ayez peur d'une pandémie, ayez peur de la guerre, ayez peur de Poutine, ayez peur de sans arrêt, et c'est incessant. Et ça va avoir, et ça a déjà sur les jeunes, le suicide n'a jamais été aussi élevé que depuis 2020. Chez les adolescents, par exemple, et même chez les enfants, c'est un truc nouveau, ça n'existait pas avant, pratiquement pas. Et donc, nous avons cette gestion par la peur qui s'est accentuée.
Et donc, moi, j'étais en train d'écrire un livre à partir de 2014, j'étais en train de travailler sur un livre sur la santé. Et je me suis rendu compte qu'en fait, cette santé, elle est déboussolée, elle est cassée par cette peur constante qui augmente. Alors, 2001, attentat terroriste, 2015 en France, et etc. Partout en Occident, ces éléments stresseurs qui s'ajoutent. Et puis, bien sûr, l'économie qui va de plus en plus mal, qui devient, la vie devient très précaire. En Occident, il y a un déclassement des classes moyennes, des classes les moins favorisées aussi. Et donc, cette peur, elle se diffuse. On a tous des peurs de perdre son emploi, de perdre, qui s'ajoutent aux peurs de la vie quotidienne, de divorcer, d'avoir. Et tout ceci crée en fait un environnement extrêmement anxiogène et extrêmement difficile, peut-être plus qu'il n'a jamais été dans l'histoire de l'humanité. Vous avez vu, j'ai tracé aussi un petit peu quelles sont les peurs culturelles au fur et à mesure des époques, parce qu'elles ne sont pas toujours les mêmes, mais les peurs de base restent les mêmes. On a peur de mourir, on a peur de la douleur, on a peur de perdre des êtres que l'on aime, qui nous sont chers, et nous devons y réagir du mieux possible pour la gérer, la traiter. Donc, il m'avait semblé que ce thème et puis évidemment, avec la crise du Covid, c'était tellement évident. Moi, j'étais tranquille dans mes montagnes avec ma famille, j'étais préparé, j'étais prêt à tout. Mais finalement, j'ai vu qu'on a eu partout en Occident une gestion par la peur de cet événement. Voilà, on pourrait parler longtemps dessus, mais c'est pas l'objet. Ça a un peu cristallisé ce travail que je faisais sur la peur pour en fait sortir ce livre qui effectivement est dense. Et il y aura un deuxième volume, donc il y aura un tome 1, tome 2, c'est tout, mais ce sera quand même deux sacrés pavés, parce qu'en fait c'est un sujet important et que c'est un sujet qu'on ne peut pas traiter à la va-vite comme le ferait peut-être du développement personnel où on va vous dire n'ayez pas peur ou alors la peur va vous rendre plus fort et voici 12 étapes qu'il suffit de suivre pour être plus fort, être meilleur. Oui, bon, certes, mais en réalité, c'est un sujet qui, si on veut bien le comprendre, nécessite d'aller dans le détail. Après, comme vous avez pu le constater, les chapitres peuvent sauter. On n'est pas obligé de tout lire. On peut passer de l'un à l'autre, on peut passer d'un exercice à l'autre, on peut passer d'un élément qui nous concerne et puis sauter ceux qui ne nous concernent pas pour peut-être y revenir plus tard. C'est vraiment un livre qui est conçu comme à la fois un guide. J'espère qu'il est plaisant à lire, j'espère qu'il est drôle en plus. Et j'espère qu'il est comme toujours percutant et provoquant, comme j'aime le faire, parce que j'aime provoquer les gens à réfléchir par eux-mêmes. Et le meilleur moyen, c'est de taper fort pour que les gens soient choqués. Comme je le dis, il y a même, par exemple, il y a un chapitre sur la religion. Je pense que je vais me faire, tous les gens religieux qui vont lire ce livre vont être mes ennemis, et tous les gens qui ne sont pas religieux dans ce livre vont être mes ennemis. Mais c'est pour choquer, euh, c'est pour que les gens bougent en réalité. Oui, donc vous l'avez dit, c'est vrai que c'est un vrai guide. Alors on a effectivement on va dire, ça se décompose en deux temps. Il y a une première partie sur l'histoire de la peur, comprendre la peur. Et alors en fait c'est un mélange de philosophie, de science. Il y a vraiment plein de choses. C'est hyper complet. Il y a plein de petites notes de bas de page. Donc vraiment c'est un très gros travail. Et dans un second temps, vous nous donnez des outils pour essayer d'améliorer notre quotidien sur ce sujet-là. Et donc j'en parlais en introduction. En ce moment particulièrement, et là je parle aussi à titre personnel évidemment parce que j'essaye de me tenir un peu au courant de ce qui se passe évidemment. On a eu donc des déclarations d'Emmanuel Macron qui ont créé la panique et qui continuent de créer la panique puisque il semble un peu être dans une logique d'escalade, dans une dynamique d'escalade. Du moins, il a pas l'air de vouloir en sortir. Et donc, un kidam qui entend ça, évidemment, comment est-ce qu'il peut réagir à tout ça? Comment faire face à ce genre de déclaration et à la possibilité, à l'issue potentielle à laquelle ça peut déboucher? Alors c'est vrai que vous avez un champion du monde depuis quelque temps déjà en France et qui succède à d'autres champions du monde de créer l'anxiété et de créer la peur. Comme je disais tout à l'heure, ça devient une manière de gérer les populations. D'ailleurs, c'est très, très, très risqué de la part du pouvoir parce que si une peur diffusée au compte-gouttes et avec des réponses qui protègent effectivement démagogiques ou pas, mais qui sont crédibles, peut fonctionner, c'est arrivé plein de fois par tout le monde depuis qu'il y a des gouvernements, mais une peur constante et surtout sur des éléments, là on parle quand même de guerre nucléaire potentiellement, donc ça veut dire la mort d'une très grande partie de la population.
Donc, euh, donc là, cette peur constante peut arriver à un niveau d'épuisement qui amène la colère et qui amène la haine et qui amène des réactions violentes. Et ces réactions violentes, elles vont pas être contre les Russes, hein. Elles vont être vers celui qui crée la peur, celui ou l'organisme qui crée la peur. On a ça, on a plein d'exemples dans l'histoire de populations qui, sous effet de trop de stress, explosent. Explosent dans des orgies de violence et qui sont canalisées généralement vers la source de la peur. Les, pour peu qu'elle soit définie, mais là, c'est un peu clair. C'est-à-dire que si la peur ne vient, si la peur vient d'autres, il y a des expérimentations sur des rats qui ont été faites dans plein de domaines où on donne des chocs électriques à des souris, et les souris, ben, évidemment, à force d'être choquées, au bout d'un moment, elles se bouffent entre elles. Elles ne comprennent pas d'où vient le choc électrique, ce qui leur cause du stress, donc de la peur aussi, et de l'anxiété, parce qu'elles ne savent pas quand viendra le prochain. Il est relativement fréquent, pas régulier, mais fréquent. Et donc, ils se tuent entre eux. Mais nous ne sommes pas des souris, nous sommes capables de réfléchir et gérer cela. Mais généralement, cette haine et cette violence, elles vont se tourner vers ceux qu'on identifie comme étant ceux qui nous créent ce stress et cette violence. Donc, je dis ça, je dis rien, mais si vous voulez un conseil pas trop cher, en tant que conseil, je fais du conseil de temps en temps. Moi, je conseillerais aux dirigeants de nos pays de ne pas trop jouer avec ces émotions puissantes que sont la peur. Alors, c'est aussi évidemment difficile de vous dire, je ne suis pas un thérapeute, hein, de vous dire, voilà ce qu'il faut faire pour pas avoir peur de la guerre nucléaire que vous annonce ou vers laquelle vous tire le gouvernement, à moins que ce soit une manigance pour en réalité venir mettre encore plus d'impôts et vous voler vos biens sous prétexte de vous envoyer. On n'est pas allé en guerre, mais en revanche, on a besoin de votre argent parce que c'est quand même moins grave que d'aller en guerre. Je dirais tout d'abord, c'est bien sûr comprendre le problème. Je devrais ajouter, mais ça sera plutôt dans le tome 2 où on parlera de l'aspect, comment on gère physiquement l'effet de la peur et comment on la maîtrise par le physique. Je dirais respirer un bon coup. Et surtout, ben, c'est là où l'approche philosophique, elle se met en place, et ça se met en place en amont, c'est pour ça que ce livre n'est pas que pour la crise actuelle, mais il est pour toutes les crises futures dans votre vie. C'est essayer de comprendre d'abord quels vont être d'abord les effets sur vous. Vous allez voir des effets imperceptibles peut-être, mais je pense perceptibles, où vous allez être plus nerveux, vous allez sentir vos battements cardiaques augmenter, vous allez peut-être sentir voir une pâleur si vous regardez dans le miroir, ou sentir une sorte de respiration froide. Ce sont notamment, parmi tant d'autres, des effets de la peur ou de l'angoisse. Les gens qui sont angoissés naturellement, qui ont des crises d'angoisse et qui les connaissent et qui les ont diagnostiqués, les connaissent, ces symptômes. Déjà, comprendre ce qui arrive, c'est important. Comprendre que vous êtes sous stress, que vous êtes sous l'effet de la peur, que vous êtes sujet à l'anxiété. C'est déjà un très grand pas parce que ça explique pourquoi vous allez réagir d'une certaine manière. Pourquoi vous allez tout d'un coup vous sentir énervé avec vos enfants, votre conjoint. Vous allez avoir des réactions peut-être violentes et c'est dommageable, on le sait tous, on faut les éviter. Mais comprendre d'où elles viennent, c'est important. Parce qu'en plus, comme je disais, on a les stress de la vie, les embouteillages, les patrons, le boss, la clientèle, les interactions sociales, tout ça, c'est stressant, bien sûr. Et à cela s'ajoute donc cet aspect philosophique en se disant, bon, est-ce que cette peur, finalement, relative à plein de choses dans la vie, est-ce qu'elle est absolument primordiale? Est-ce qu'elle est absolument... euh, est-ce qu'elle nécessite une réaction physiologique et mentale aussi forte de ma part? Et souvent, la réponse, c'est non. La réponse, c'est, bon, on est poussière d'étoiles, on reviendra poussière d'étoiles. Au fond, on n'est qu'une toute petite chose, donc une certaine humilité face à la vie. On se dit, même la guerre nucléaire, après tout, la vie continuera. Puis voilà. Alors, ça nous fait une belle jambe. Quand on regarde nos enfants, on ne peut pas leur dire, de toute façon, tu vas être pulvérisé, tu vas être vitrifié parce qu'on habite à 3 kilomètres de la base navale de Brest. Non, bien sûr que non. Mais c'est déjà un recul qui nous calme. Ensuite, il y a la fête de comment est-ce qu'on apprend. Alors, c'est un chapitre important et je ne prétends pas répondre justement sur la question de Dieu, la religion, la mort. Ce sont des thèmes qui nous harcèlent, qui nous obsèdent depuis plusieurs millions d'années, peut-être, des centaines de milliers d'années certainement, mais certainement réfléchir là-dessus pour se dire, mais au fond, notre place dans l'univers, notre place par rapport aux autres, notre place dans la société, une fois qu'on a une bonne réponse à cette question, je ne peux pas la développer en moins de 5 heures, mais une fois on a une bonne réponse à ces questions, on est beaucoup plus apaisé. Ce qui nous amènera, au fond, à nous dire, lorsque
lorsque l'autre débile nous dit attention, je vais vous envoyer en guerre, la réponse, ça peut être non. Ça peut être va te faire foutre. Ça peut être va te faire enculer, connard. Ça peut être des réponses qui, nous, en fait, nous détachent émotionnellement et nous amènent aussi, et c'est ça peut-être le plus important de tout, à avoir des actions. Parce que si celui qui dit je viens chercher tes gosses ou toi pour aller à la guerre, et toi tu dis non, je la veux pas, il y a toutes sortes d'options possibles. Il y a la fuite, il y a le combat, il y a comment on appelle ça quand on veut pas faire ses services militaires, ça s'appelle l'objection de conscience. Il y a énormément d'options qui sont disponibles. C'est pas nouveau, c'est déjà arrivé. Moi, j'ai par exemple le grand l'arrière-grand-père de mon épouse, de mon ex-épouse, avait fui la France en 14-18. Enfin, non, il avait même fait de la prison. Mais ensuite, il a quitté la France parce qu'il était objecteur de confiance. Je crois qu'il était d'une religion ménonite qui refusait la guerre, le combat. Et il était prof d'université en France, un jeune prof d'université en 1914, et il a refusé d'aller se battre sous les drapeaux. Et il en a subi les conséquences, mais il l'a fait en son âme et conscience. Donc voilà, l'objection de conscience, ça peut être, dans ce cas précis, un moyen de ne pas avoir peur. Ah, il n'avait pas peur. Il était absolument certain, du fait de sa religion, d'être dans le vrai, dans le bon droit, et qu'il ne voulait pas aller se battre. Je pense qu'il a bien fait. Cela dit, il y a d'autres solutions aussi. Et là, on parle de cet exemple que vous m'avez donné de peut-être guerre, peut-être spoliation de la population, enfin encore plus. En France, vous êtes déjà spolié au quotidien, parce qu'avec 60% d'État dans le pays, c'est des taux d'imposition qui sont démoniaques. Je veux dire, on ferait des révolutions pour beaucoup moins de ça dans le passé. Mais bref, les réactions que l'on a à l'angoisse, à la peur, elles sont multiples. Ensuite, il y a les thérapies. Alors ça, j'en parlerai plutôt dans le tome 2. Quelles sont les grandes catégories de thérapie et le genre de thérapeute que vous pouvez avoir besoin. Parce que je ne prétends pas tout résoudre par juste la réflexion ou la respiration. Il y a énormément d'une palette d'outils dont je parle d'une partie d'entre eux dans ce livre, mais il y en a plein d'autres. Encore une fois, elles seront dans le tome 2 mais qui seront... alors, désolé d'en parler parce que je suis en plein dans la finition de l'écriture du tome 2, donc ça me vient, mais en réalité, si on veut rester sur le tome 1, il y a aussi des attitudes de vie. Par exemple, je termine le livre par le fait de devenir un héros. Alors, qu'est-ce que c'est que devenir un héros? C'est quelqu'un qui va surmonter ses peurs, qui va les utiliser pour faire quelque chose de grand dans la vie, même pas pour lui, mais pour sa communauté, pour les gens autour de lui, sa famille, ses amis, etc. Ça peut être le héroïsme quotidien, on n'est pas obligé de gravir l'Everest. Mais ce que je veux dire, c'est que nous avons dans l'attitude de vie quotidienne des moyens finalement de donner du sens à notre vie qui vont rendre les peurs et les angoisses, parce qu'elles arrivent, hein, faut bien se rendre compte qu'on ne peut pas les éviter. La peur et l'angoisse, elles arrivent. C'est notre cerveau qui est plus fort que nous. C'est un cerveau reptilien qui est beaucoup plus fort que notre cerveau, le cortex préfrontal, qui est notre cerveau de réflexion, et qui va nous envoyer ces pulsions qui auront des répercussions sur le corps. Et simplement, nous, par la réflexion et par des attitudes de vie, nous pouvons reprendre le contrôle de ces réactions physiques et instinctives, et réflexes, et c'est pas toujours facile, hein, mais essayer de reprendre le contrôle pour au contraire les utiliser. Si on a peur, on doit se poser la question, pourquoi est-ce que j'ai peur? Pourquoi est-ce que j'ai de l'angoisse? Ah oui, on me dit qu'il y aura peut-être une guerre et que cette guerre peut être nucléaire. Bah, c'est vrai que c'est dangereux. C'est pas une vue de l'esprit, c'est vrai. Mais au fond, et par exemple, c'est pour ça que j'avais écrit, j'ai mis en ligne sur mon site pierrot.com, je mets un PDF de, je crois, 80 pages sur comment survivre à la guerre nucléaire, parce qu'on peut survivre à la guerre nucléaire. Les gens qui vous disent on va tous mourir, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Justement, ils sont sous l'emprise de la peur et de la panique. En fait, ils ne savent pas. On voit plein d'experts qui disent oui, c'est une guerre nucléaire, on va tous mourir. Non, on va pas tous mourir, loin de là. Mais ça va pas être agréable, ça c'est vrai. Mais donc, on peut se préparer. Et donc, par l'action, par des attitudes de vie, on peut utiliser cette peur pour se dire, voilà, je vais l'utiliser pour... Alors, certains vont dire, il y a des opportunités de business, je vais vendre des masques à gaz, je vais vendre, je ne sais pas. Mais il y a aussi des actions qui vont nous mettre peut-être à l'abri ou nous donner l'illusion d'être à l'abri, on peut même dire ça, mais en tout cas, qui vont nous extraire de l'emprise de cette peur et de cette angoisse. Et donc, qui vont empêcher qu'on ait les résultats, comme je disais au tout début, physiologiques sur même notre santé. Parce qu'on peut mourir hein, de la peur, comme je disais, les crises cardiaques, les cancers ont, pour une part d'entre eux, une grande part d'entre eux, je pense,
un aspect somatique, donc qui sont créés par notre propre angoisse, notre propre peur, notre propre choc, parfois traumatique. J'ai un chapitre sur le choc traumatique qui crée des angoisses qui sont très difficiles à gérer, notamment pour les anciens militaires, mais pas que. Aujourd'hui, on a des enfants traumatisés du Covid, des choses comme ça, enfin des mesures Covid. Et donc, cette action que l'on va pouvoir prendre va nous permettre de mieux euh, reprendre le contrôle de notre vie et de mieux vivre et de ne pas être assujetti à ces émotions qui peuvent devenir délétères si elles sont permanentes. Et alors ces actions justement qu'on peut mettre en place, elles relèvent d'un mouvement dont vous êtes un disciple, qui est le survivalisme, qui est né dans les années 60 et qui s'est intensifié justement avec la guerre froide et le risque nucléaire, notamment avec la crise des missiles en 62. Et à un moment dans votre livre, alors vous donnez beaucoup de définitions, définitions des émotions, des sentiments, des schémas, et également vous donnez la définition de la paranoïa. Et il y a cette question à un moment qui est posée dans votre livre. Les survivalistes sont-ils paranoïaques? Et du coup, c'est une question que j'ai un peu envie de vous retourner, parce que c'est vrai que pour des personnes de l'extérieur qui seraient pas forcément dans cette dynamique-là, c'est des questions qui peuvent se poser. Donc voilà, c'est une question que je voulais vous poser aussi. Alors, j'ai interviewé un psychiatre spécialisé dans ce thème, d'ailleurs en France, qui, euh, qui en fait, dans on va dire, la définition psychiatrique ou médicale de la paranoïa, c'est vraiment de penser que tout tourne autour de nous et contre nous, en termes d'individus, en termes donc on pourrait imaginer que celui qui est paranoïaque va dire, voilà, Emmanuel Macron nous emmène vers la guerre nucléaire, mais en fait, c'est parce qu'il m'en veut. Il m'en veut à moi personnellement, et par la guerre nucléaire, il voudrait me faire du mal. Donc vous imaginez bien que d'un point de vue clinique, la spécificité de la paranoïa ne s'applique, en fait, elle ne s'applique pas à l'immense majorité des gens. C'est une maladie, c'est un trouble mental qui est particulier. Alors, ça m'a un peu déçu, ça m'a rassuré, mais ça m'a aussi déçu parce que je m'imaginais que, parce que clairement, donc dans ce cas-là, il y a quasiment personne, aucune personne qui se prépare, aucune, même, voilà, de cette étiquette qu'on nous dit survivaliste n'est paranoïaque, puisque personne ne pense qu'on lui en veut personnellement. Ça peut peut-être exister dans des cas marginaux, mais c'est pas du tout l'idée. En revanche, la question, c'est est-ce que finalement, est-ce que nous autres survivalistes, ou de gens qui se préparent à des temps difficiles, est-ce que nous sommes un petit peu angoissés? Et donc, j'ai fait une sorte d'autocritique sous forme de dialogue, sous forme de discussion, même dans des petites histoires de fin de chapitre avec un psychologue, un sociologue, pardon. Et, et en fait, je suis obligé de dire que oui, je suis obligé de dire qu'à la source de notre préparation, pour la plupart des gens qui se préparent, c'est un petit peu l'angoisse. C'est de la même manière que l'angoisse est à la source des gens qui épargnent, ce qui est une chose très saine. Donc voilà, on a l'angoisse de dire, et si demain je n'avais plus de travail, et si demain je n'avais pas assez d'argent pour ma retraite, ou je ne voudrais pas laisser mes enfants dans le besoin, donc j'épargne, je mets de côté, même j'investis. Finalement, à la base, c'est cette peur qui nous motive et qu'on transforme dans un acte, dans une action qui est plutôt saine, voilà, à chacun de voir ce qu'il en pense, mais certainement qui nous rassure, puisqu'on me dit, ah ben, c'est pas grave, je sais bien que la retraite sera difficile et que je gagnerai moins, évidemment, à la retraite, si on me paye mes retraites, que lorsque j'avais une activité salariale ou une activité rémunératrice. Et donc, j'ai mis de côté un petit pactole, un petit peu d'argent qui me permettra de me rassurer. Donc, l'action est souvent liée à ces angoisses. Pas que, il y a d'autres émotions qui sont derrière nos motivations d'action parler du désir, on peut parler de même l'appât du gain parfois, en bourse ou des choses comme ça. Mais pour la survie, qui est une activité qui est plus un mode de vie qu'une activité ponctuelle ou qu'une approche réflexe, alors certains disent c'est la préparation, d'autres parlent de... Il y a il y a plein d'étiquettes et de terminologies qui viennent là-dessus. Donc moi j'accepte celle de survivalisme, en sachant que ma vie est loin d'être que basée là-dessus. Je fais plein d'autres choses. Mais oui, je crois qu'il y a de l'angoisse à la base. Il y a l'angoisse de dire, si je, c'est ce que j'expliquais dans mon premier livre, si je poursuis les tendances lourdes de la surpopulation, enfin de la augmentation de la population, de l'utilisation des ressources, de l'incroyable générosité, intelligence et bienveillance de nos leaders, de la finance et de sa dette qui est aujourd'hui d'ailleurs en phase exponentielle comme je l'avais prévu
dans le livre publié en 2011, eh bien forcément, nous arrivons à un moment de convergence où il vaut mieux être prêt à tenir le coup face à des choses très difficiles, à des crises économiques, des effondrements peut-être. Et donc, bien sûr, à la base, il y a une peur, il y a une crainte. Vous avez vu, je note à un moment toutes sortes de synonymes du mot peur. Il y en a beaucoup. Parce que heureusement, nous avons en français, vous avez, parce que moi je ne suis pas français, je suis d'origine italienne, mais j'admire la langue française, j'essaye de la maîtriser un tout petit peu. Mais c'est une langue qui a un vocabulaire extrêmement vaste, où chaque mot, la crainte, dans le langage précis, n'est pas la même chose que la peur, n'est pas la même chose que la trouille, n'est pas la même chose que la terreur, etc. Et donc, nous pouvons moduler un petit peu l'expression de nos émotions, les expliquer aux autres. Et tout ça, ça nous motive à avoir des actions. Et ces actions, la vraie question est, sont-elles raisonnables par rapport au niveau de peur que l'on a ressenti lui-même par rapport aux événements que l'on a analysés? Et c'est là où parfois, et il faut l'avouer, et d'ailleurs j'en parle vers la fin du livre lorsqu'on commence à préparer les scénarios, je donne une méthode pour créer des scénarios pour justement prévoir le pire et ensuite voir quelle est la fréquence de ce scénario de manière réaliste, de manière à nous désengager du risque d'aller justement dans l'excès de préparation pour des événements qui sont peut-être dangereux, mais certainement très improbables. Par exemple, il y a encore 10 ans, la guerre nucléaire, c'était toujours très dangereux, mais c'était extrêmement improbable. C'était quelque chose qu'on pouvait donner il y a 10 ans à... Enfin, moi, je la donnais à 1 à 2%. Euh, voilà, dans le moment du moment. Aujourd'hui, la guerre nucléaire, elle est à 10, 20, 30, peut-être plus, en pourcentage de chances que ça arrive. Or, si on fait une matrice entre l'impact, voilà, impact faible, impact élevé et probabilité, si vous avez évidemment un événement avec un impact très fort sur votre vie, mais qui a une probabilité absolument infime, par exemple l'impact d'une météorite qui détruirait une grande partie de la planète, bon, ben, vous n'allez pas vous préparer avec un bunker à 100 mètres sous terre, de toute façon, vous n'avez pas les moyens, et c'est complètement irrationnel d'un point de vue statistique. Alors je voulais aussi évoquer l'aspect économique. Bon, vous en avez déjà un petit peu parlé, mais pour rentrer un peu plus précisément dans le sujet, c'est vrai que ces derniers temps, on parle beaucoup de krach boursier. On voit la bourse qui augmente, qui augmente, qui augmente sans cesse. On se dit forcément un jour ça va dégringoler, et donc on commence à en parler de plus en plus. On a le cours de l'or qui a atteint son sommet historique là récemment. Il en a été de même pour les crypto-monnaies, le Bitcoin là plus récemment. Bon là ça rechute un peu, mais du coup justement je voulais avoir votre regard là-dessus en tant que survivaliste, votre regard sur les crypto-monnaies par exemple. Quel regard vous avez sur les crypto-monnaies? Est-ce que c'est une bonne solution, une bonne alternative en temps de crise? Est-ce que c'est justement le temps de crise explique justement que on a de plus en plus de gens qui investissent dans l'or, les crypto-monnaies? Enfin voilà, je voulais avoir votre regard là-dessus. Ça m'a fait penser de regarder le cours de ce matin qui est en baisse, mais bon. Alors, il y a plusieurs choses à dire. Tout d'abord, son épargne, comment on l'investit et dans quoi, c'est évidemment un grand, grand sujet qui souvent est lié aussi aux émotions. En anglais, on parle fear or greed, l'appât du gain ou la peur. Et ce sont des mauvais conseillers en général pour tous ceux qui ont boursicoté depuis longtemps. Moi, ça fait depuis l'âge. Moi, j'avais commencé très jeune parce qu'on m'avait fait un petit jeu avec mon père quand j'avais, je sais pas, 10, 12 ans. Alors, il n'y avait pas de vrai argent, mais voilà, j'avais la liste. À l'époque, il n'y avait pas des trucs en ligne. Tu prenais le journal de la veille. C'était le Wall Street Journal, je me souviens qu'avec mon père. Et je devais choper les stocks et en me disant, je les garde, je les vends. Et j'avais un montant fictif que je devais jouer. Puis j'avais eu des bons coups d'ailleurs. Et ensuite, j'ai commencé à investir en vrai. Ma première crise, c'était 1987. Je devais avoir 15 ans, octobre 1987. Je me souviens très bien de la gamelle. Et puis après, c'est remonté, etc. Bref, euh, on parle de... Alors, il y a la conjoncture qu'il faut analyser. Et aujourd'hui, nous sommes dans une période assez étrange, suivant les 10 années de taux d'intérêt négatifs qui ont permis une injection de capital gigantesque, privé et public, dans l'immobilier, les cours en bourse, etc., qui ont complètement faussé le marché puisque tout montait.
Et pour cause, hein, quand l'argent est gratuit, voire on vous paye pour emprunter, c'est un côté débile hein, d'un point de vue. Mais enfin voilà, comme on dit, the market is always right. Donc on a suivi, la chute n'en sera que plus grande plus tard. Et en tout cas, ils ont évité la chute dans les années 2010 pour la repousser plus loin et elle sera d'autant plus grande. Alors, ça, c'est un premier élément, étudier la conjoncture. En deux mots, aujourd'hui, ce que l'on constate, c'est que tous les marchés, en tout cas en Occident, sont liés les uns aux autres et qu'ils montent tous et baissent très rarement, tous, exactement au même moment. Et donc, il n'y a plus de force de marché, il n'y a plus d'achat, il n'y a plus d'offres et de demande. Ce sont les banques centrales qui impriment de la monnaie et cette monnaie est en partie injectée dans le cours dans les cours de bourse et généralement sur les 10 titres les plus porteurs des indices. Et donc, en fait, c'est de l'argent qui maintient artificiellement les cours de bourse, pas la bourse, les cours de bourse, donc les indices, vers le haut, et qui, en fait, en profitent aux 0,1% qui sont les grands propriétaires de ces titres, qui sont eux-mêmes les grands propriétaires des grands hedge funds et de plus, il faut ajouter les quelques fonds de pension. Donc, en fait, on crée une illusion de santé boursière, alors qu'en réalité, l'économie elle est à bout de souffle. Aujourd'hui, on crée 3 ou 4 dollars ou euros de dette pour créer 1 dollar ou euro de croissance réelle. Et donc, on est dans une situation de faillite absolument impressionnante. Et lorsque l'on voit le niveau de dette augmenter à des niveaux stratosphériques, et aujourd'hui, dans la barre de hockey, on est quasiment en vertical, je veux dire, moi, je me souviens d'un temps où le budget même de l'État américain était en crise à partir d'octobre. Et c'est il n'y a pas longtemps, c'est il y a quelques années. À partir d'octobre, ils n'avaient plus de sous, donc ils devaient renégocier des lignes de budget auprès donc du Congrès aux États-Unis. Et aujourd'hui, on est en mars aujourd'hui, ça y est, cette semaine, vendredi, ils n'ont plus d'argent. Donc déjà, en 3 mois, ils ont bouffé le budget de l'année. Parce que c'est devenu exponentiel. Nous sommes en réalité dans une phase nous sommes au début de l'hyperinflation. Et cette hyperinflation, elle va être maintenue. Donc on peut très bien ne pas voir du tout un crash boursier, mais avoir une économie qui est totalement morte, mais de voir des actions en bourse continuer à monter de 10, 15, peut-être même 50% par an, sans aucun lien avec le price-earning ratio ou finalement la santé de l'entreprise. Parce que c'est artificiel. Donc on est dans du théâtre. Euh, et qui s'empire de plus en plus. Donc là, on est dans une conjoncture vraiment étrange. Ensuite, il y a une règle assez générale dans l'investissement que l'on fait avec son épargne. Évidemment, si vous avez épargné 1000 euros au total dans votre vie, ce que je vais dire n'aura pas beaucoup de sens. Mais euh, la diversification est importante. Et donc, diversifier, ne pas être tout dans un seul domaine est important. Ça ne veut pas dire qu'il faut être de manière égale dans tous les domaines, parce qu'il y a des domaines qui vont forcément se planter, donc il vaut mieux les éviter. Mais je ne suis pas un conseiller en bourse, ni en finance, donc je ne peux pas forcément en parler, mais certainement par rapport à l'or ou aux cryptos. Alors les cryptos, je suis arrivé assez tard. Je suis arrivé pendant la bulle, enfin la bulle, pendant la forte montée, puis ensuite la grosse baisse de 2021. Et je me suis un peu, voilà, là je reviens dans le positif, mais ça a été assez la montagne russe. Mais en revanche, là où j'ai beaucoup, ça, ce qui m'a permis de m'acheter la ferme dans laquelle j'habite, et donc, c'est que j'avais déjà compris, en fait, j'ai compris en 2003 que, que nous allions vers, autour des années 2020, voilà, entre 2020 et 2025, ça commençait à devenir très chaud dans mes tendances, dans mes études de tendance. Alors, on devrait prolonger de quelques années parce qu'on a eu l'effet Trump et on a eu l'effet gaz de schiste, enfin pétrole de schiste aux États-Unis qui nous ont un petit peu retardé l'inéluctable chute. Mais à partir de oui, 2003, j'ai investi pas mal dans l'or. Et à l'époque, il était à 250, 300 dollars. Donc forcément, là, j'ai fait un bon coup. Mais en revanche, j'ai pas beaucoup investi en bourse et j'ai raté aussi la montée de la bourse. Donc voilà, est-ce que j'ai plus gagné ou moins? À la fin, je suis content et c'est ça qui compte. Mais l'idée de savoir diversifier, alors par exemple, les cryptos, je dis pas aux gens, mettez tout en crypto, ça n'a pas de sens. Mais diversifier un petit peu en crypto, ça a du sens. Et de toute façon, ensuite, ça c'est la troisième règle, c'est de ne pas investir tout d'un coup. Parce que celui qui achète les cryptos la semaine dernière, il vient de perdre 10%. Celui qui a acheté les cryptos en début d'année, il est à plus 3, fois 3. Donc,
En revanche, celui qui met 50 euros tous les mois, ou 100 euros pour tous les mois, s'il a un peu plus de moyens, ou 1000 euros pour les mois, s'il a beaucoup de moyens, eh bien, ou 1 million tous les mois, s'il a énormément de moyens, eh bien, celui qui met, je connais pas des gens qui font ça, mais là, récemment, il y a eu 9 milliards qui ont été injectés par les 4 ou 5 milliardaires dont parlait le Wall Street Journal, je ne sais plus si c'était le New York Times ou Forbes, qui expliquait que Zuckerberg et trois autres, Berg, avaient mis de 9 milliards, Amazon, le mec d'Amazon, Bezos et d'autres. Bon, c'est pas le cas de la plupart d'entre nous. Et donc de mettre petit à petit tous les mois, et donc vous suivez les montées, vous suivez les descentes. Alors maintenant, dans quoi vous investissez? L'immobilier, ça peut toujours être bien si vous y habitez, c'est certain. Est-ce qu'il faut s'endetter pour habiter dans votre maison ou pas? Ça se discute. Probablement oui, peut-être non, ça dépend des taux d'intérêt. Il y a plein de facteurs qui entrent en jeu. Donc ça, il faut avoir une éducation, un literacy, comme on dirait en anglais, un minimum de compétences dans comment fonctionne la finance. Et malheureusement, c'est des choses qu'on ne nous enseigne pas à l'école. Il faut l'apprendre par nous-mêmes. Aujourd'hui, par bonheur, il y a énormément de chaînes YouTube qui en parlent. Ensuite, pour la crypto en particulier, ben là aussi, c'est comme dans tout, il y a des cryptos qui sont objectivement solides. Alors, il y a les détracteurs qui disent oui, mais c'est basé sur rien. Bah, c'est basé sur l'offre et la demande déjà, mais c'est aussi basé sur la puissance de calcul qui est nécessaire. L'or aussi, c'est basé sur rien, mais c'est basé quand même sur le fait que depuis la nuit des temps, les gens le veulent, et c'est basé sur le fait qu'il faut le sortir de terre pour le sortir, le purifier, et le mettre en lingot. C'est le cas de tous les métaux, c'est le cas de plein de choses. Ensuite, il y a l'arnaque ou pas de la quantité disponible. Par exemple, les diamants valent cher, mais c'est parce qu'en fait, ils ne sont pas mis sur le marché dans la quantité où ils existent réellement. Parce qu'en fait, la plupart des diamants sont mis dans des immenses coffres et ils ne bougent pas. Parce que s'ils étaient dehors, le diamant, il vaudrait le prix du verre pilé. Et puis, ça fout la honte ensuite quand on fait une demande en mariage. Donc, il y a de la gestion aussi qui se fait, mais ce n'est pas le cas de l'or. Et puis donc, dans la crypto, il y a des cryptos qui ont l'air d'être solides. Donc, moi, je crois pas mal que l'Ethereum ou le Bitcoin surtout, bah, ils ont prouvé depuis plus d'une dizaine d'années qu'ils sont relativement solides. Ils sont utilisés, pas beaucoup, mais ils sont utilisés dans les transactions. Il faut se rendre compte que c'est minuscule la part de l'économie mondiale qui est en crypto. C'est Rikiki de chez Rikiki. Mais il y a aussi des cryptos qui sont des arnaques, des trucs foireux. Il y a ce qu'on appelait les shitcoins il y a 2 ans, etc. Bon, mais il faut avoir un peu ouais, quel est le terme français? Voilà, plus que de la perspicacité, voilà, d'un peu de compréhension de ce dans quoi on agit. C'est un type vous vend dans la rue une croûte vite faite au crayon en vous disant que c'est un Picasso. Si vous croyez, c'est votre problème, hein. Donc là aussi, il faut savoir discerner voilà, la valeur. C'est un travail, ça demande voilà, soit de la confiance dans des gens qui savent, soit c'est comme les pièces de numismatie. Il y a des gens moi, j'y connais rien, donc j'en achète pas. Mais je suppose qu'il y a des gens qui font des bonnes affaires sur des pièces rares ou autres. Voilà, donc à chacun de réfléchir par semaine et de se préparer. Et donc, dans ce sens-là, euh, voilà, celui qui fait cet effort n'est pas paranoïaque, c'est simplement, il prépare, euh, dans l'or surtout, à mon avis, dans l'argent. L'argent aujourd'hui est très bas par rapport au cours de l'or traditionnel. Il y a un ratio historique entre l'or et l'argent. Donc aujourd'hui, l'investissement dans l'argent semble très bon si on veut faire une petite plus-value. Encore une fois, c'est pas comme ça que personnellement je place mon épargne. J'en ai pas beaucoup d'abord, mais surtout, moi, je suis plutôt dans des outils, dans des formations, des choses qui peuvent servir, dans une valeur d'usage, donc. Un petit peu d'or par-ci par-là, un petit peu de crypto, mais vraiment des montants assez petits, en ce qui me concerne. Et voilà, j'ai pas mal d'actifs physiques, en fait, autour de moi. Je possède l'endroit où je vis. Et donc, voilà, donc je paye peu, j'ai peu d'entretien, j'ai peu de coûts. Mais ça, c'était ma stratégie qui me donnait, justement, par cette action, une forme d'indépendance et donc une disparition d'une angoisse de me dire comment je vais faire dans 20 ans quand je serai peut-être plus apte de courir et de sautiller comme je fais en ce moment, et certainement peut-être pas de vendre, de gagner de l'argent, ou peut-être qu'il n'y a plus moyen de gagner de l'argent, il faudra produire plutôt de la nourriture.
dans ce scénario-là, je suis tranquille. Donc ça m'apaise. Donc mon éventuelle angoisse qui était au départ de ma préparation est très très faible. D'autres angoisses existent, hein. On peut venir chez moi, on peut me cambrioler. Voilà, bon, à ce moment-là, j'ai mis en place le chien, l'alarme, les armes à feu, l'attitude qui va avec pour dire j'en ai rien à branler. Qu'ils y viennent, ils verront bien s'ils me trouvent. Mais en fait, ils viennent pas. Et c'est très bien. Donc en fait, on balance nos angoisses, nos peurs financières, sécuritaires et d'autres avec la maîtrise de notre vie. Bah écoutez, en tout cas, merci beaucoup Piero San Giorgio pour cet entretien. On a évoqué plein de choses intéressantes et pour poursuivre donc sur toutes ces choses intéressantes, je peux qu'inviter les gens à découvrir ce bouquin Survivre à la peur, donc aux éditions Culture et Racines, un tome 1 donc qui annoncera une suite plus tard. Mais en tout cas, voilà, gros L'année travail. prochaine, en Ouais. 2025. 2025 déjà, donc un an de Oui, travail, oui, ouais. il est presque fini, mais faut que je fignole. D'accord, très bien. Bah, on sera attentif donc à la sortie du tome 2. Encore merci Piero San Giorgio pour cet échange et merci à vous qui nous avez regardé d'avoir suivi cet entretien.